Bonjour à tous et merci d'être là pour ce premier live orchestra. Donc comme d'habitude dans les salles de réunion où on attend un petit peu de monde, on va attendre 3-4 minutes le temps que nos amis nous rejoignent. À tout de suite. Je vous laisse sur la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier Friday Live. Je suis ravi de vous accueillir ici. Je vais enlever quelques sources pour aider mon CPU à fonctionner. Normalement, ça devrait être bon pour vous. Et j'ai activé aussi le chat en dessous de la vidéo, donc je crois que ça doit être à droite, il doit y avoir un endroit où accéder. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas à vous connecter, c'est uniquement pour pouvoir interagir et j'essaierai de suivre au maximum ce que vous allez me dire. Voilà. Donc, on démarre du coup avec ce premier format Friday Live. C'est totalement nouveau pour Orchestra et aussi pour moi. Voilà, grosse mise en danger, mais j'espère que ça va bien se passer. Et je compte du coup à la fois sur votre bienveillance et sur votre œil critique, parce que l'objectif c'était que ce format s'améliore au fur et à mesure des éditions et que progressivement on atteigne la qualité professionnelle attendue par ce type de format et aussi en même temps un intérêt pour vous de vous y connecter régulièrement. Donc, c'est quoi ce Friday Live? C'est tout simplement un moment, un rendez-vous qu'on va prendre ensemble et que Orchestra va vous proposer afin de vous présenter des nouveautés de la plateforme, éventuellement des nouveautés aussi sur d'autres sujets et peut-être revenir de temps en temps sur des concepts intéressants qu'on est en train de développer et sur lesquels on travaille pour vous les présenter, toujours dans l'objectif, bien sûr, d'avoir votre retour
qu'il soit positif ou négatif, mais en tout cas, votre retour de professionnel sur ce qu'on est en train de faire. Normalement, le son et la qualité de la vidéo sont bonnes. J'espère que c'est le cas. Il se peut qu'il y ait quelques coupures dues à votre bande passante parfois. N'hésitez pas, si vraiment c'est l'enfer, à recharger votre page et à vous reconnecter. Voilà, ça laissera le temps à votre navigateur de prendre le live vidéo et normalement d'avoir une meilleure qualité. On va du coup démarrer directement dans le fond du sujet. Merci Thomas. En démarrant tout simplement par la présentation de la version 16.9, qui est la dernière version qui est en production. Donc, je vais vous emmener avec moi pour aller voir cette version. Regardez avec ce beau bandeau bleu, on se croirait sur BFM. Donc, le lien, c'est releasenote.orchestra.eu, mais vous n'avez pas besoin puisque je suis là pour vous. Donc, très simplement, c'est le nouveau site internet qu'on a mis en place pour vous présenter les nouvelles versions. Vous en retrouvez l'ensemble des archives qui est disponible à la fois par un accès par note de version et aussi par module. Dans les modules, on a quoi? On a, bien sûr, c'est des choix arbitraires et des choix technologiques en fonction des briques technologiques qu'on met en place sur Orchestra. Le seul module qui est un petit peu particulier, c'est avec le module partenaire. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il y a un module connectique et un module partenaire? Tout simplement parce que le module partenaire renvoie vers la liste à jour et toujours à jour des partenaires connectés à Orchestra. Voilà. Si vous avez la moindre question, le moindre doute à la fois, de temps en temps sur qui est connecté, où est la liste à jour des partenaires qui sont dans l'écosystème Orchestra, elle est ici. Donc, Release Note, module partenaire. Après, c'est l'ensemble des modules. Si on revient sur les notes de version, on va du coup parler de la note de version 16.9. Et cette version-là, c'est une version où on a travaillé sur diverses choses, à la fois des choses qui ont des impacts visuels pour vous, et à la fois des choses qui sont beaucoup plus en background, que vous ne ressentirez peut-être, mais que vous ne verrez sans doute pas. Donc, je vais parcourir cette note de version comme ce que vous pourriez faire chez vous tout seul quand vous la recevez de la part de Juliette. Je vais essayer juste d'ajouter plus d'informations et de vous y accompagner. Voilà. Donc, c'est parti. On va partir sur le premier, qui est une amélioration graphique et optimisation du B2B. Qu'est-ce qu'on a fait? Là, en fait, il n'y a pas de choses absolument incroyables qu'on pu être fait là-dessus. Mais par contre, ça a un vrai impact sur l'ensemble des utilisateurs d'Orchestra et surtout sur la partie B2B. Ce qu'on a fait, et je vais vous y accompagner tout de suite, comme ça vous allez voir. Et d'ailleurs, je vais même me rajouter en bas. Voilà. Comme ça, vous me verrez aussi, ce sera plus interactif. Si je passe sur Orchestra 360, qui est l'instance d'Orchestra qu'on utilise pour les démonstrations, et que je m'y connecte, je vais aller sur le B2B. Et là, quelles ont été les nouveautés qui ont été mises en place en fait pour vous? Il y en a plusieurs. L'idée, ça a été de progressivement réduire des irritants et améliorer légèrement les interfaces. Si par exemple, je vais tout simplement sur le formulaire d'accueil, dans les files de départ, avant, on avait le code IATA par défaut d'Orchestra qui était X à côté des sans transport, départ du port. Voilà. Donc, on a renettoyé ces codes, pas IATA, pardon, c'est des codes ISO, pardon. Je cherchais entre INSEE, ISO, IATA, voilà. Donc, c'est des codes ISO qui sont là. Et donc, on avait des WX. C'est pas quelque chose d'extrêmement incroyable, mais à force de faire ce genre de choses, eh bien, on arrivera à améliorer l'interface et à faire que c'est de plus en plus simple. Donc, il y a ça. On a aussi travaillé sur les produits en promotion. Donc là, c'est quelque chose d'assez... on va rester là, pardon. On va rester là, juste sur la partie offre hôtel et offre transport. Initialement, l'ensemble des champs et des libellés de champs, date d'arrivée, date de départ, étaient les mêmes sur l'offre hôtel, l'offre transport plus hôtel. Et en fait, ça générait des doutes. C'est-à-dire que dans une hôtel, on a effectivement une date d'arrivée et une date de départ de l'hôtel. Par contre, quand on est sur un transport, on va se demander, mais en fait,
la date de départ, est-ce que c'est la date où je pars de l'hôtel ou est-ce que je rentre? Donc on s'est rendu compte que ça freinait en fait la compréhension et la rapidité des agents, surtout la montée en compétences quand ils sont en formation. Mais du coup, avec ce changement de libellé, on arrive à accélérer un petit peu les choses. Ce qu'on a aussi fait, et là je vais aller lancer une recherche arbitraire, ce qu'on a aussi fait, c'est que, vous le verrez sans doute peut-être pas en vidéo, c'est peut-être plus difficile, mais on a amélioré la qualité des logos. Voilà. Qui était un petit peu flou et du coup maintenant ils sont un petit peu plus nets, un peu plus visibles. Là, ça améliore le confort. Et la dernière chose qu'on a faite et qui est sans doute celle qui a le plus d'impact, même si ça ne paraît pas, eh bien c'est ce petit, je vais zoomer pour vous montrer, ce petit cette petite checkbox en promotion. Initialement, c'était sur une checkbox de ce type-là. Donc à chaque fois qu'un agent de voyage allait chercher un produit en promotion, il devait cliquer une fois sur une checkbox, puis sélectionner en promotion, donc oui ou non. Désormais, en un clic, il a ça. Alors ça paraît bête, mais en fait, à chaque agent de voyage qui se connecte et qui fait une recherche, il y avait un clic de trop. Bon, je vous laisse imaginer le trou dans la sécurité sociale, le nombre de syndrome carpien qui devait être du canal carpien pardon qui devait être dû à ça. Donc, voilà, donc, avec ce genre de petites choses, eh bien, on a réussi à améliorer progressivement et on continue en fait, on continue. Et parfois invisible, parfois c'est visible. Voilà, ce qu'on a fait aussi, c'est on a reséparé les différences entre les différents blocs de la recherche. Voilà. C'est plein de petites améliorations graphiques qui permettent de faire que Orchestra est plus simple à utiliser, plus confortable à utiliser aussi, et que progressivement, eh bien, voilà, l'adoption se passe mieux, l'utilisation se passe mieux, de manière plus confortable, et du coup, au final, on sait, hein, c'est le taux de conversion, la rétention de nos salariés et tous ces nos collaborateurs, pardon, et tous ces sujets-là qui sont impactés par des toutes petites choses. Voilà. Si je continue, si je reviens sur la release note, bon, il y a plein d'autres choses hein, que je vous laisserai lire, mais voilà, si on revient sur la release note, on a aussi travaillé sur DPKH. Alors, DPKH, vous connaissez peut-être pas ce que c'est un module interne, donc je vais essayer de vous le présenter en vous faisant le moins mal au crâne possible. Alors, hop, je vous le montre, voilà. DPKH, en fait, c'est l'instance qui permet de mettre à jour les pré-packages. Donc, quand on est un distributeur et qu'on crée des pré-packages, vous allez générer un nombre incroyable de prix et de disponibilité sur ce pré-package-là. Là, on est un pré-package, il y a des centaines de dates de départ et des centaines de prix de disponibilité. DPKH, c'est quoi? DPKH, c'est un système qui va aller mettre à jour progressivement l'ensemble des sources et l'ensemble des disponibilités de ce pré-package pour pouvoir faire que le prix est à jour. Pourquoi est-ce que ça doit être un système externe? C'est tout simplement parce que quand vous modifiez une crédence, quand vous modifiez une information sur un pré-package, on a un événement, on a une information qui nous dit attention, cette disponibilité a changé, va vérifier. Parce que là, on n'aurait pas besoin de DPKH. La problématique du pré-package, c'est que les prix changent de manière exogène par les sources externes. Donc, c'est-à-dire les sources vol, les sources de transport, et les sources d'hébergement, bien sûr, toutes les sources que vous pouvez ajouter sur ces pré-packages. Et du coup, DPKH est chargé, lui, en continu, d'aller interroger ces sources et d'aller mettre à jour l'ensemble des pré-packages. Qu'est-ce qu'on a fait du coup dans le cadre de cette évolution? C'est qu'on a ajouté la gestion des crédences dans cet outil interne, alors qu'avant elles étaient dans les MID du distributeur, ce qui permet aux équipes d'être beaucoup plus réactives quand il y a des sujets de modification de crédences pour les ajuster, que ce soit pour des tests ou des interventions en production. Voilà. Donc, une évolution qui apporte encore de la productivité. Si je continue sur le point 3, avec l'optimisation de la mise à jour des composants des pré-packages, qu'est-ce qu'on a fait dans ce cadre-là? J'ai introduit du coup une nouvelle notion, c'est la notion de distribution indirecte. De plus en plus de distributeurs Orchestra distribuent pour eux-mêmes, effectivement, pré-package pour eux-mêmes, mais pré-package aussi pour d'autres distributeurs Orchestra. Donc dans ce cadre-là, on a un deuxième Orchestra, une deuxième instance, avec l'ensemble des disponibilités, l'ensemble des produits qui ont été exportés par le distributeur 1 vers le distributeur cible qui fait redistribuer ce pré-package. Dans ce cadre-là, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, DPKH allait mettre à jour les prix, les disponibilités de ces produits qui sont envoyés au distributeur 2. Alors que dans le cadre d'une distribution indirecte, l'événement qui va modifier le prix du pré-package peut être effectivement
une source externe, et du coup, le DPKH a tout son sens, mais aussi de temps en temps une action du premier distributeur, donc de la personne qui crée le pré-package. Et dans ce cadre-là, eh ben, on a la possibilité d'avoir un événement qui va appeler et qui va signifier au distributeur, attention, là j'ai fait une mise à jour, il y a une modification sur ce code package, donc mets à jour les prix beaucoup plus rapidement, sans attendre le batch qui tourne en continu, et mets-les à jour non seulement dans le système du distributeur 1, mais aussi dans les systèmes des distributeurs en réservation indirecte. Voilà. C'est un système qui chante, en quelque sorte, des packages pour aller plus vite. C'est-à-dire que quand vous modifiez un pré-package en réserve indirecte, eh bien, il est très rapidement dans le système du distributeur cible. Et en même temps, ça n'interfère pas avec des packages qui continuent à faire son travail de mise à jour en continu en fonction des sources externes. Si on continue sur des sujets, un sujet suivant, pardon, on va parler du coup d'anonymisation automatique. Alors là, je vais repasser en plein écran parce que c'est un sujet qui est absolument pas visuel. Donc, dans le cadre de la GPD, vous le savez, on est obligé désormais de permettre un droit à l'oubli, donc un accès au droit à l'oubli de l'ensemble de nos clients ou prospects, donc l'ensemble des personnes qui sont enregistrées dans nos systèmes. Ça, c'était en place depuis longtemps. Il y avait un système qui permettait d'anonymiser à la demande des utilisateurs dans Orchestra. Et ce qu'on a fait du coup dans cette version-là, et ce qui est disponible désormais, c'est le fait de faire une anonymisation automatique. Donc, vous allez déclarer à votre chef de projet dans un document contractuel qui vous a déjà été envoyé il y a quelques semaines. Il ne faut pas hésiter à nous renvoyer d'ailleurs, ça va vraiment vous simplifier la vie. Et puis c'est légal aussi. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez déclarer à votre chef de projet, dans ce document contractuel, le fait que vous demandez que l'ensemble des données de vos utilisateurs soient anonymisées à partir d'une certaine date, une certaine période, peut-être une certaine ancienneté. Donc vous allez dire, par exemple, au bout de 3 ans, je souhaite que l'ensemble des données de mes utilisateurs soient anonymisées. Je dis 3 ans comme je peux dire 5 ans. Il n'y a pas de directive extrêmement précise là-dessus aujourd'hui. C'est à vous de faire votre choix. Ce qui est considéré, en fait, c'est qu'il faut prendre une date qui est raisonnable en fonction des besoins à la fois de votre métier, mais aussi du droit et du respect à la confidentialité de vos utilisateurs. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait, ce système? Il n'est pas passé tous les jours en continu sur les bases de données Orchestra. Dès qu'il rencontre un client ou un prospect ou une donnée utilisateur qui date de plus de X années, de X mois, X jours que vous aurez déclaré, eh bien, il va l'anonymiser totalement. Et donc, il sera impossible de revenir en arrière pour récupérer les informations de cet utilisateur. Voilà. C'est vraiment un point important. Voilà, n'hésitez pas à en parler à votre chef de projet. Le document que vous avez été envoyé, renvoyez-le nous et on mettra ça en place. Bien sûr, ce ne sera pas activé par défaut. Voilà, donc, il n'y a pas de, je disais 3 ans, mais il n'y a pas de délai par défaut qui vont être activés. C'est uniquement activable à la demande et sous réponse de ce document contractuel qui vous a été envoyé. Si je continue, du coup, sur Orchestra et sur la release note, on va aller sur le tracking du service Fluo. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors ça, c'est en fait, on va essayer d'aller utiliser ce que fait ce site de la release net. Qu'est-ce que Fluo? Quand vous avez ce genre de questions, il suffit de revenir à la page précédente, récupérer le moteur de recherche, taper Fluo, et là vous avez l'ensemble des informations sur ce service qui apparaissent, de ce qu'on a fait. Voilà, donc là, on a vu qu'on en a fait en 16.9, mais en fait on voit que ça date de 16.2, 16.1, bien avant. Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est que Fluo? Écoutez, c'est écrit là, c'est très simple, c'est un comparateur d'assurance. On le sait, quand on est en B2B ou en B2C ou sur un call center, la réaction classique d'un client, c'est de dire mais moi j'ai une carte Gold, du coup j'ai plus besoin de votre assurance parce que je suis déjà couvert. Et que fait Fluo? En fait, il va comparer le système de votre propre assurance que vous avez sélectionné et que vous souhaitez vendre avec celui qui couvre déjà votre client.
Et bien sûr, très souvent, les assurances spécifiques et spécialisées dans le voyage sont bien meilleures et ont une bien meilleure couverture que les assurances classiques qui viennent avec une carte bancaire. Voilà. Donc, Fluo, c'est du coup un service de comparateur d'assurance qui est disponible en B2B, en B2C, et qui va permettre de mettre en valeur votre assurance. Ça a un impact extrêmement important sur le taux de conversion, ça fonctionne vraiment très très bien. De la même manière, si ça vous intéresse, je vous encourage à aller voir votre chef de projet et en parler. La seule contrainte qu'il y a, c'est que Fluo connaisse votre assurance et soit en contrat avec votre assurance. Après, c'est installable et déployable très rapidement sur l'ensemble des processus de réservation orchestra. Encore une fois, B2B et B2C. Si je reviens sur la release notes, 16.9, on va continuer. Et on en était au point 6, au document de voyage sur AirGateway. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire? AirGateway, c'est une source de vol, une source aérienne. Et initialement, j'en parle très rapidement parce que ça concerne peu de monde. Initialement, AirGateway, dans certains cas, obligeait en fait que l'agent de voyage envoie dans la réservation les documents de voyage, le passeport, la carte d'identité du voyageur. Ça, c'est quelque chose qui n'est plus forcément nécessaire et surtout, ça peut se faire en post-résa. Donc, voilà, c'est un système qui permet de réduire et de permettre aux agents de voyage de ne pas envoyer dès le booking le document de voyage. Voilà. Ensuite vient les points 7 et 8. Je vais être rapide aussi dessus, même si c'est des points importants. Dans les release notes orchestra et en général les versions orchestra, il y a une partie des évolutions que vous voyez et qui sont très sensibles et très visibles pour vous et pour les utilisateurs. Par contre, je vois Nicolas, j'essaie de suivre en même temps un petit peu effectivement le chat. Hein. Alors Nicolas, je n'ai plus vraiment ce qui doit être petit. Pour le document, écoute, on va demander et le chef de projet va te le renvoyer. Voilà. Pour du coup, alors revenir à ces deux points 7 et 8, c'est des points qui sont presque invisibles, mais par contre qui ont beaucoup d'impact et qui occupent une grosse partie de la roadmap orchestra. C'est des points de sécurité, des points de performance ou des points d'infrastructure qui du coup sont parfois totalement invisibles, c'est juste une amélioration de sécurité. Parfois, ils sont à peine sensibles, c'est une amélioration de performance, mais qu'on fait en continu et qui au fur et à mesure apporte une performance améliorée, ou en tout cas un maintien des performances, alors que l'ensemble de plus en plus de produits, de complexité dans les produits sont disponibles. Ou autrement, carrément des améliorations d'infrastructure qui permettent à Orchestra de rester up-to-date et de continuer à vous accompagner dans votre croissance. Donc, qu'est-ce que c'est que ces deux points? Le premier, c'est un point de sécurité. Qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé tout simplement un protocole qui n'était plus standard et qui ne devait plus être accepté. Voilà. Et du coup, on l'a supprimé. Désormais, il n'est plus possible de se connecter de cette manière-là sur Orchestra. Ça participe à rester amélioré. Enlever s'il n'est plus sécurisé correspond à améliorer la sécurité globale d'Orchestra. Et le deuxième, c'est une amélioration du calcul des packages fusionnés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est tout simplement que, initialement, quand il y a un package fusionné, les mises à jour, du coup, se font sur les deux packages qui sont fusionnés et le package supérieur. Et sans regarder si les packages en dessous ont été mis à jour. Je vais me réexpliquer parce que là, on rentre dans le mal de crâne. Donc, on a deux packages qui sont fusionnés en un troisième package. Forcément, DPK va mettre à jour le premier et le deuxième. Et au lieu, DPK est un peu plus intelligent maintenant, au lieu que le troisième pré-package, soit actualisé de la même manière, en continu par DPK, et bien il n'est actualisé que dans le cas où l'un des deux pré-packages fusionnés, ou package initial fusionné, l'est lui aussi. Ça améliore, et ça fait qu'on arrive à de plus en plus réduire les temps de mise à jour des packages fusionnés, parce que on est plus intelligent et on va voir la donnée, on va faire une action qui est consommatrice en ressources que dans le cas où on est sûr qu'elle est nécessaire. Je vais continuer sur l'amélioration de la sélection des critères d'assurance. Ça, c'est aussi une amélioration graphique, mais qui là touche l'outil d'administration. Donc, je vais vous accompagner
pour voir ça, on a du coup à ce moment-là dans la partie outils d'administration et pas du tout là. Dans la configuration, pour aller voir les assurances, assurance interne, j'en sélectionne une. Dans certains cas, on va prendre une ligne et la modifier. Dans certains cas, vous êtes extrêmement nombreux à utiliser beaucoup de critères. J'espère que vous voyez suffisamment. Je vais encore zoomer un petit peu pour rendre ça plus visible. Voilà. Vous êtes extrêmement nombreux. Là, c'est une instance de démonstration. C'est Orchestra 360, c'est une instance voilà, qui ne sert que pour les démonstrations. Donc, il y a peu de critères forcément. Mais dans le cadre de vos activités, parfois vous avez des nombres de critères absolument incroyables. Et comment est-ce que ça fonctionnait? Il fallait que vous scrolliez pour aller chercher. Donc, si vous voulez un critère destination, vous sélectionnez une destination et et voilà, ça met un petit peu de temps. Et ensuite, il vous fallait aller scroller pour aller sélectionner les bonnes destinations en faisant contrôle, voilà, pour les ajouter enfin dans la liste. Qu'est-ce qu'on a fait du coup avec cette évolution? C'est que quand on a rajouté ces deux petits champs là de recherche. Si j'actualise pour sortir de là et pour remontrer à l'entrée classique, je vais modifier ma ligne. Je suis en gros, j'espère que vous voyez. Voilà. Donc si je veux un critère destination, je tape juste le nom de mon critère, donc là c'est un critère destination, qui est du coup directement sélectionné, sans cliquer, il n'y avait pas de besoin. Directement en tab, mon curseur passe à côté, et si je veux aller en Papouasie, on peut avoir envie d'aller en Papouasie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des mots. Voilà. Mais je ne suis pas sur le distributeur. Oh là là, je fais des bêtises. On va recommencer. Ici. Je veux la Papouasie. Je le sélectionne et il est directement. Et je peux l'ajouter facilement à la liste. Quand il y a énormément de critères qui sont disponibles, ça accélère énormément la rapidité de critérisation en fait, que ce soit des produits et des assurances. Là, du coup, on a mis en place les assurances. Ça marche tellement bien, malgré cette démonstration. Ça marche tellement bien qu'on est en train de le déployer partout dès qu'il y a des gestions de critères et des listes très importantes. Donc, vous allez voir ça progressivement arriver sur. Si je retourne à notre release note, qu'est-ce qu'on a fait? On a, pour une fois, comme dans beaucoup de nouvelles versions Orchestra, très régulièrement, voilà, il y a 2 ou 3 versions à évolution connectique. Il n'y en a qu'une dans ce cadre-là. C'est une évolution sur les catégories d'hébergement chez Fram. Je vais vous montrer ce que ça fait. Je crois que mon ordinateur est en train de s'offrir un petit peu, j'ai l'impression. Allez, on va sur le B2B. Et là, je vais sélectionner un produit Fram et on va aller en Tunisie. Allez à Tunis. Donc on a 14 produits, on les charge. Je vais prendre le premier. Là où ça va être intéressant, je vais prendre une durée un petit peu standard et pour avoir des catégories d'hébergement, une typologie pas forcément extrêmement courante.
en 2015. Il ne faut pas oublier que désormais, maintenant, les personnes après 2000 ont 20 ans. 13 et si je réserve. Voilà. Donc là, c'est le moment où, vous le savez, Orchestra va aller chercher dans le système du tour opérateur pour aller mettre à jour, récupérer en temps réel le prix et la disponibilité du produit, mais aussi, dans ce cadre-là et dans le cadre de cette évolution, l'ensemble des catégories d'hébergement disponibles. Ça met forcément un petit peu de temps. Voilà, et donc là, c'est un moment où les serveurs Orchestra attendent que la réponse se fasse. Exactement. Et là, on y est. On a la répartition des voyageurs. Et donc, dans ce cadre-là, on a mis à plat, c'est un terme un petit peu technique, mais on a fait pour que la réponse de Fram rentre soit séparée en différentes options qui permettent de faire que quand on part à 4 adultes et 2 enfants, eh bien, ça peut être effectivement 2 couples avec chacun un enfant, un couple avec 2 enfants et un couple sans enfants. Et on a du coup l'ensemble des répartitions de chambres qui sont possibles dans ce cadre-là, et on peut choisir du coup quelle est la configuration qu'on souhaite. Là, par exemple, c'est une chambre, un adulte et 2 enfants, et une chambre, 3 adultes. Dans le cadre où c'est une personne seule avec 2 enfants et 3 adultes qui souhaitent partir ensemble. Voilà. Les catégories d'hébergement se mettent à jour pour indiquer qu'est-ce qui est inclus du coup, pour refléter la répartition des voyageurs qui a été choisie. Je continue. Si on revient du coup maintenant sur Orchestra, sur la release note, je vais faire juste un tour rapide sur le chat pour voir ce que vous faites. Donc, je vois que plusieurs d'entre vous n'ont pas reçu le document de RGPD, donc on va vous l'envoyer. Et effectivement, Nicolas vous rappelle dans le chat qu'il est aussi disponible dans l'outil d'administration. Donc, si vous allez dans l'onglet documentation fonctionnelle, il y a un document qui s'appelle RGPD, gestion de l'anonymisation. Ce document, il est fait en 2 parties, en quelque sorte. Le premier, une description du système qu'on a mis en place. Donc là, c'est important que vous compreniez bien pour savoir ce qui va arriver et ce qu'on fait à vos données. Vous allez le valider. Et voilà. Et si vous avez des problèmes de compréhension, n'hésitez pas à poser des questions. Et dans la deuxième partie de ce document, c'est une réponse qu'on attend de votre part, qui est du coup contractuelle, qui vous permet de nous demander, mandater en quelque sorte Orchestra pour anonymiser vos données en fonction de certains critères. Je vais continuer maintenant pour la dernière évolution de cette présentation, qui est le yield en réservation indirecte. Donc maintenant, vous êtes hyper au fait sur ce que c'est que le yield, ce qui est sur la réservation indirecte, pardon, ce qui est une excellente chose. Donc voilà. Le yield, c'est un module Orchestra qui est très puissant, qui est encore assez peu utilisé et qui vraiment, je vais repasser dessus pour vous le montrer. Ce qui se passait avant d'arriver là et pourquoi est-ce que on a fait cette évolution, c'est qu'initialement, les règles de yield qui étaient mises en place apparaissaient dans le cas de la réservation indirecte dans le système du distributeur cible, donc numéro 2 qui fait la vente. Donc, le producteur, en fait, eh bien, il est responsable de son yield et la personne en réservation indirecte, le distributeur en réservation indirecte n'a pas à savoir exactement ce que fait le distributeur qui lui fournit le produit en termes de politique tarifaire. Et du coup, c'est quelque chose qui, du coup, maintenant est opacifié et rendu dans le bloc de la prestation principale, qui est souvent l'hébergement. Donc, désormais, quand vous êtes un producteur et vous créez du yield en réservation indirecte, ce yield reste totalement chez vous. Je vais aller vous montrer un petit peu cette fonctionnalité de yield qui est vraiment très puissante. Donc, je vais dans l'outil d'administration, non pas du tout. Je vais dans l'outil de gestion tarifaire, dans l'onglet Yield, voilà. Et avec voilà, des systèmes de règles. Et si je fais... qu'est-ce que je suis en train de faire? Attendez, je remets ça à jour.
Je recrée une nouvelle règle. Et là, on a un ensemble de critères, un ensemble de contraintes sur le produit que vous voulez yielder, qui vous permet d'aller dans une définition extrêmement fine de votre yield. Voilà, ça peut être effectivement, vous la nommez bien sûr, vous avez un montant sur ce yield, là c'est quelque chose de très classique. Vous pouvez dire comment est-ce qu'il s'applique, est-ce que c'est par prestation, est-ce que c'est plus. Vous avez la possibilité de l'appliquer uniquement sur certains vols, sur certains hôtels, sur certaines activités. Vous avez aussi des propriétés sur le séjour. Vous pouvez ajouter ou enlever des hôtels. Sur les destinations aussi, sur les catégories d'hôtels, ça veut dire que vous pouvez le faire exclusivement sur les hôtels 2 et 3 étoiles, par exemple. Bien entendu aussi sur les dates, sur les durées, sur le nombre d'adultes, donc sur les typologies des participants, et sur les conditions de réservation. Et enfin, cette règle de yield peut s'appliquer aussi exclusivement ou sur l'ensemble, mais techniquement sur les créneaux de réservation que vous aurez sélectionnés. Donc c'est quelque chose de vraiment extrêmement puissant qui vous permet d'ajuster très finement vos prix. Et ça de manière dynamique, donc c'est-à-dire sans surcharger une disponibilité. Là où ça a vraiment beaucoup de sens, c'est que quand un distributeur va yielder dans son système un produit qui vient d'un tour opérateur, par exemple, et bien dans ce cadre-là, voilà, ça permet réellement de garder la dynamique des prix en temps réel, de faire que voilà, il n'a pas à surcharger une disponibilité, il ne prend aucun risque. C'est uniquement, dans certains cas, l'application d'une marge supplémentaire pour des produits qui fonctionnent extrêmement bien ou qui sont peut-être qui ont été détectés par l'acheteur un petit peu en dessous du marché, qui pourraient voilà, bénéficier d'un petit peu plus de prix pour augmenter le taux de marge. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est extrêmement puissant, qui fonctionne vraiment très bien. Et je vous encourage à aller voir voilà, comment il fonctionne. On peut continuer aussi à le faire évoluer, mais il me semble que là, il est vraiment atteint une maturité qui est totalement suffisante pour 99,9% des cas. Et voilà, écoutez, j'ai l'impression qu'on arrive à la fin de cette... Ah, mais bien sûr, Caroline, merci. Merci, merci, merci. Je mets du temps, il faut hurler quand vous ne me voyez pas. Je vous montrais la gestion tarifaire, j'ai repassé dessus. Voilà, si je suis sur... je suis allé du coup, je vais vous montrer où j'étais. J'étais sur l'outil d'administration. Et c'est que je vais sur l'outil de gestion tarifaire, dans l'onglet Yield, et je peux créer une nouvelle règle du coup de Yield. Et là, du coup, j'étais en train de vous montrer, merci encore Caroline pour ton alerte, j'étais en train de vous montrer l'outil de création d'une règle de Yield et l'ensemble des contraintes qui sont possibles. Alors, ce n'est pas des contraintes, mais des paramétrages qui sont possibles de mettre en place pour définir dans quel cas cette règle s'applique. Et donc, voilà, je ne vais pas tout répéter, mais vous avez des contraintes sur les hôtels, sur les propriétés du séjour. Vous pouvez enlever et remettre des hôtels, des pays aussi, définir que vous voulez uniquement un yield qui s'applique sur tel pays ou pas du tout sur tel produit. Vous pouvez sélectionner des catégories d'hôtels, des dates, bien sûr, d'entrée, de check-in et de check-out, mais aussi des dates de vente. Voilà, dire que votre règle ne va s'appliquer qu'en janvier. Voilà. Sur des typologies de packs, sur les conditions de réservation, dont je vous parlais, et enfin sur les canaux, donc sur les canaux techniques. Vous pouvez décider que ça ne s'applique qu'en B2B, que dans un certain cas bien précis d'un B2C sur votre site internet. Il y a beaucoup d'éléments et beaucoup de paramétrages qui permettent d'aller très très finement dans la définition de la règle. Et là, vous allez me dire, et vous aurez raison, mais attendez, une fois que j'ai fait ma première règle de lead, il faut que je la reparamètre une deuxième fois. Eh bien, écoutez, non, parce que il vous suffit de la dupliquer et de les modifier. Souvent, les règles de yield, eh bien, on les met côte à côte, on les empile en quelque sorte, de manière à ce que ça couvre une partie définie de votre inventaire produit. Et dans ce cadre-là, avec cette option de duplication, vous pouvez dupliquer une règle et aller modifier. Voilà. Il me l'a ressorti, je modifie 365 et je peux créer une règle avec une marge à 8% et une contrainte sur
uniquement des pep règles avec un vol. Donc là, je suis parti du paramétrage de ma règle initiale. Je vais l'appeler 360-2 plus tôt. Et quand j'enregistre, c'est parti, ma règle de yield est créée. Et elle ne l'est pas, c'est super. Et elle est là, voilà. Et il faut que je l'active. Bien sûr, j'étais dans l'onglet règles actives, c'est pour ça qu'elle n'apparaissait pas. Donc il faut que je l'active pour aller voir les règles externes. Écoutez, je crois que nous y sommes. On arrive au terme de cette présentation. On a duré combien de temps? 40 minutes du coup pour ce premier live show. J'espère que ça vous a intéressé. Encore une fois, c'est un format qui est en construction. On est en train de progressivement travailler. Et pour qu'on construise de manière comme d'habitude, en fait, c'est une façon de travailler en business partner avec l'ensemble de nos partenaires et de nos clients. Pour qu'on arrive à faire évoluer correctement les choses et que ça réponde de plus en plus à vos besoins, eh bien, n'hésitez pas à nous faire des retours, des feedbacks. Vous avez reçu un mail, je crois, quelques secondes avant le début du live avec un rappel sur le lien. N'hésitez pas à faire un retour pour raconter, pour nous dire est-ce que vous trouvez intéressant, ce que vous trouvez pas intéressant. Peut-être que là, on est resté sur un format exclusivement release note, donc c'est quelque chose que vous faisiez peut-être tout seul de votre côté. Alors, on pourra le reproduire aussi. Si on, voilà. Si on continue à travailler dans ce cadre-là, on pourra aussi faire parfois des live shows extrêmement thématiques. Et du coup, on abordera peut-être les thématiques gestion tarifaire, par exemple, les problématiques assurance ou la puissance de la critérialisation. On pourrait pourquoi pas aussi éventuellement faire un live à un moment sur la gestion éditoriale de de l'ensemble des contenus éditoriaux qui vous permettent de mettre en ligne des contenus sur votre site internet. Voilà. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont intéressantes et pour qu'on évolue dans le bon sens et pour qu'on arrive à se professionnaliser, on a besoin d'avoir votre retour. Voilà. Donc je suis absolument ravi en tout cas d'avoir pu passer ce moment avec vous. J'espère que ça a été aussi agréable pour vous que pour moi. Et puis en tout cas, ben voilà, à très bientôt et merci de votre attention.